Mais wesh, l'infini est inatteignable, et on peut rien dire sur l'infini, pas vrai? Eh bien, si c'est ce que tu penses, laisse-moi te dire que tu as en tête une vilaine idée reçue qui a contribué à éteindre l'un des esprits les plus brillants des siècles passés. Bienvenue, je suis Algébri, pour te servir et te simplifier les maths, n'hésite pas à t'abonner pour en savoir plus et mieux comprendre des notions profondes mathématiquement. Si vous discutez de sujets à la limite de la philosophie et des mathématiques comme la notion d'infini, vous allez vite vous rendre compte qu'on rencontre toujours un petit peu les mêmes remarques. Des remarques du style « Oui, mais on peut rien dire sur l'infini », et plein d'autres raisonnements de ce style qui donnent une aura quasi mystique ou religieuse à cette notion d'infini. Alors il est vrai que la notion d'infini telle qu'elle est plutôt une notion philosophique et pas vraiment mathématique, mais contrairement à plusieurs idées reçues, il y a beaucoup de notions diverses en mathématiques reliées à l'intuition de ce qu'on se fait de l'infini. Et l'une de ces notions mathématiques est la taille, ou la cardinalité en jargon mathématique. C'est une notion qui a été introduite rigoureusement et étudiée par le mathématicien Georges Cantor, à la fin du 19e siècle. Et ces travaux ont permis de donner un sens rigoureux, à l'aide de définitions précises, de la notion de taille d'ensemble, même pour des ensembles infinis, et de comparaison de ces tailles d'ensemble infinis. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ces théories dans cette seule vidéo, on aura d'autres qui expliqueront divers aspects de ces théories. Mais pour cette fois, on va essayer de comprendre l'intuition qui est derrière, ça signifie quoi avoir la même taille, même pour des ensembles infinis. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre comment on peut dire que certains infinis sont plus gros que d'autres. Oui, je sais, c'est très contre-intuitif, mais patiente, tu vas me comprendre. Pour saisir l'idée, je te propose de faire une petite expérience de pensée. Si là je te demandais combien il y a de bonbons dans ce paquet, tu pourrais répondre immédiatement 5. Mais essaye de remonter dans le temps, aussi loin que te permettent tes souvenirs. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as saisi cette idée? Est-ce qu'il y a déjà l'un d'entre nous qui a dû lire ce qu'est la définition formelle d'un nombre pour comprendre le concept de 5 bonbons? A priori, je pense pas. Déjà parce que suite aux travaux de Cantor, ça a pris des dizaines d'années d'être capable de définir rigoureusement ce que signifie un nombre. Et aussi parce que pour le saisir pleinement, il vous faudrait minimum une licence en maths. Alors comment on a fait? Eh bien on a étudié différents groupes et on a comparé ça avec notre main et on s'est rendu compte qu'il y avait un point commun entre les deux. Et c'est ce point commun, cette association qui en est venue à désigner dans notre esprit le concept de 5, entre guillemets. Notez bien qu'on ne nous a jamais expliqué directement ce qu'est 5, mais en étudiant des caractéristiques de différentes collections d'objets qui avaient tous 5 objets, on a compris que le concept de 5 désignait l'abstraction qui est derrière, qui s'appliquait à toutes les collections d'objets qu'on vous présentait pour essayer de vous faire saisir la notion de 5. Et bien maintenant, on va se concentrer sur ce point de vue pour essayer de bien comprendre ce que signifie avoir combien d'éléments. Si je vous dis maintenant combien d'éléments a cet ensemble, vous seriez tenté de me dire, c'est facile, il en a 4. Mais rappelez-vous que ce qui s'est vraiment passé à la base dans votre tête, mais que vous avez intériorisé depuis tellement longtemps que ça vous paraît être un automatisme évident, c'est que vous avez fait une association entre cet ensemble et les doigts de votre main. Et ça nous permet de comprendre un critère pour catégoriser les collections qui ont le même nombre d'éléments. Par exemple, dans une classe, comment savoir qu'il y a autant de chaises que d'élèves? Méthode classique, on compte le nombre de chaises, on compte le nombre d'élèves et on compare. Oui, mais on peut être plus fin. On peut demander à tous les élèves de s'asseoir, et si tous les élèves sont assis sans qu'il ne reste de chaises libres, alors on sait qu'il y a exactement autant de chaises que d'élèves. Donc vous voyez, on n'est même pas obligé d'expliciter directement la quantité pour répondre à la question est-ce qu'on a la même quantité qu'eux. Il suffit simplement de faire preuve d'astuce. Et bien cette association que je viens de décrire entre vos doigts et les collections de bonbons ou entre les chaises et les élèves peut être formalisée mathématiquement. Si on considère des ensembles, on va simplement considérer une fonction entre ces ensembles. Et une fonction qui fait une association 1-1 entre les ensembles, on va appeler ça une bijection. Ainsi, la notion intuitive d'association est la bijection. Dit autrement, on apparie les éléments d'un ensemble et de l'autre. Si deux collections peuvent être appariées, alors elles ont la même quantité d'éléments. Et le truc, c'est que cette définition-là se généralise aussi pour des ensembles infinis. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que maintenant, avec les outils mathématiques un petit peu plus poussés de l'algèbre, on va pouvoir comparer des ensembles en se posant la question, est-ce qu'il est possible d'apparier les éléments? Et à première vue, on pourrait se dire que oui, c'est infini, donc il y aura autant dans un ensemble que dans l'autre. Et d'un autre côté, on serait tenté de dire, mais oui, mais il y a des ensembles infinis qui sont inclus dans d'autres ensembles infinis, donc du coup, il y en aurait moins. Eh bien, Cantor a démontré qu'il y a différents types d'infinis. Il y a une infinité de tailles d'infini. Quelle que soit la taille d'infini que vous êtes capable de trouver, je pourrai toujours fabriquer un ensemble infiniment plus gros que votre ensemble. Et on peut prouver mathématiquement que l'appariement entre les deux ensembles est impossible. Je vais vous donner quelques exemples classiques qui m'ont beaucoup surpris la première fois que je les ai vus et qui paraissent à beaucoup très contre-intuitifs. Par exemple, y a-t-il plus d'entiers naturels que d'entiers naturels pairs? Réponse, il y en a la même quantité.
Oui, je sais, c'est bizarre. Pourtant, les antinaturels pairs sont inclus dans les antinaturels, strictement, puisque tous les antinaturels pairs sont naturels, mais il y a d'autres antinaturels qui ne sont pas pairs. Mais on peut apparier les nombres pairs et les nombres entiers. Et donc, il y en a bien la même quantité. Autre question, y a-t-il plus d'entiers relatifs que d'antinaturels? Réponse, il y en a la même quantité, exactement pour les mêmes raisons. Un petit peu plus pointu. Y a-t-il plus de couples d'entiers naturels que d'individus entiers naturels? Honnêtement, on serait tenté de dire qu'il y a beaucoup plus de couples entiers naturels que d'entiers naturels. Mais vous voyez venir le truc parce que je vous prépare depuis quelques secondes. Il y en a la même quantité. Et ce, quelle que soit la quantité finie de paquets d'entiers naturels que vous prenez. Des couples, des triplets, des quadruplets, ou des quantités beaucoup plus élevées. Et encore pire, même si vous avez des paquets qui contiennent autant d'éléments que les entiers naturels, et que vous numérotez chacun de ces paquets, et que le nombre de paquets que vous avez de cette façon-là, vous en avez une infinité entiers naturels, eh bien, vous en avez autant que chaque entier naturel. Mais ça veut dire que tous les ensembles infinis ont la même quantité? Non. Par exemple, on peut montrer qu'il n'y a pas autant d'entiers que de nombres dans l'intervalle 0,1. Cet argument s'appelle l'argument diagonal de Cantor, et il est très intuitif et facile à démontrer. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous voulez que je le fasse en vidéo. Et il permet de prouver qu'aucune bijection n'est possible entre les entiers naturels et l'intervalle 0,1 ouvert. De plus, il se généralise à des ensembles plus abstraits. Pour ceux qui sont en post-bac, par exemple, si vous prenez un ensemble quelconque et que vous considérez l'ensemble des parties de cet ensemble, c'est bien un ensemble d'après l'axiome de l'ensemble des parties de ZFC, et bien par l'argument diagonal, ce nouvel ensemble est strictement plus gros que l'ensemble de base. Et donc à toi de jouer. Est-ce que tu saurais me donner des exemples d'ensembles qui sont plus gros strictement que l'intervalle 0,1? Lâche ta réponse en commentaire.